il me mute, il me mute. Il me mute. Il me mute, Le livre intitulé L'Afrique noire précoloniale, dans ce livre-là, juste après le shérifisme, là où il parle de son oncle Matar Mbo, pour ceux qui ont lu Cheikh Anta Diop, quand il parle de Matar Mbo, qui disait que, voilà, qu'il est, Matar Mbo, le Sénégalais, qui disait qu'il a des liens avec Cheikh Anta Diop, qui jurait qu'il est descendant de Cheikh Anta Diop en faisant une biographie hasardeuse. Il disait juste après, il disait que, une croyance, et c'est sans ces croyances, il les qualifie de sordides. Et ça nous a été infusé avec méthode, c'est normal. La violence, la torture psychologique, ainsi de suite. Et il continue en disant ceci, mais à ce point de vue, nous savons faire une entière confiance au détail, avec malgré toutes ces méthodes. Qu'est-ce qu'on appelle méthode d'asservissement moral? Bah, la religion, c'est asservissement, c'est esclavage. Donc, asservissement moral égale esclavage moral. Parce que si on a, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure quand je disais que nous avons subi l'esclavage physique, on nous a enchaînés, on nous a fouettés, mais on a subi aussi l'esclavage moral avec l'ouverture des écoles. C'est ce que un type qui s'appelait un blanc qui est arrivé en Afrique, on l'appelait Lord Badenton Macaulay. Il a écrit une lettre qu'il avait adressée au Parlement britannique, n'est-ce pas, pour parler soit des Indes, soit de l'Afrique. On pense que c'est soit pour les Indes, soit pour l'Afrique qu'il avait adressé ça. Mais dans tous les cas, ça dit la même chose, puisque la même logique a été appliquée dans les deux endroits, où il dit, attendez, dans lequel il dit ceci. Il dit que, n'est-ce pas, il dit, attendez, j'ai le texte dans ma tête. Il dit, j'ai sillonné toute l'Afrique, mais je n'ai pas trouvé de mendiants, ni de quelque chose, j'ai oublié ce qu'il disait, ni de autre chose là, ni de mendiants, ni de personnes souffrant, un truc comme ça là. Il dit, et je n'ai trouvé que des êtres avec des grandes valeurs morales. Et je pense que nous ne pouvons pas coloniser cette terre, nous ne pouvons pas coloniser ce pays, c'est un qu'il avait utilisé, sans avoir détruit d'abord sa colonne vertébrale qui est sa spiritualité et sa culture et sa spiritualité. Et il dit, nous devons donc remplacer le système éducatif de l'Afrique par le système éducatif anglais. Ainsi, lorsque l'Africain sera convaincu que ce qui vient de ce que nous avons toujours voulu qu'il soit, c'est-à-dire une véritable nation dominée. C'est ça que Cheikh Anta Diop dit, traite par asservissement moral. Mais il dit, malgré ces méthodes d'asservissement moral étudiées jusqu'à dans les moindres détails, l'Afrique saura avec une facilité désespérante, c'est-à-dire que Médusa et tous les autres sauront avec une facilité, c'est-à-dire que les Africains de demain, ils sauront avec une facilité désespérante rejeter comme dans un mouvement de nausée toutes ces croyances malsaines qui ont atrophié. C'est-à-dire que chaque Anta Diop, et c'est la vérité, hein, Médusa, c'est avec une facilité désespérante que je rejette, que je balaie d'un revers de main toutes ces croyances en mettant en position latérale de sécurité les imams, les pasteurs, les rabbins et tous les autres voyous spirituels d'aujourd'hui qui atrophient l'âme de l'Africain. Et donc il dit, nous allons balayer, nous allons vomir, donc, hein, nous allons rejeter dans un mouvement de nausée. Or, quand on a la nausée, on fait quoi? On pratique un mouvement qu'on appelle vomir, on crache. Donc Diop dit, nous allons cracher. Il est dur, hein, ici, là. Quand on dit que Diop n'a jamais critiqué durement les religions, c'est parce que les gens sont suffisamment cons pour ne pas comprendre l'écriture d'un vrai philosophe comme lui. Il dit, ils vont rejeter dans un mouvement de nausée, dans un mouvement de crachat, de vomissement, toute croyance malsaine, toutes ces croyances malsaines qui ont atrophié son âme, c'est-à-dire qui ont atrophié l'âme de l'Africain. Atrophié, ils sont tout petits, hypertrophie, c'est gros, atrophie, c'est réduit l'âme de l'Africain, et l'empêche d'atteindre sa véritable plénitude. Donc Diop dit que pour que l'Africain atteigne sa véritable plénitude, c'est-à-dire que pour que l'Africain soit véritablement lui-même,
Qu'il soit ce qu'il a dit, et là, il faut associer ce qu'il vient de dire là. S'il te plaît, je sais que je suis là, mais permets-moi, parce que c'est très important, parce que là, nous sommes à un endroit crucial. Mais qu'est-ce que Diop, parce que je suis en train de faire l'exégèse, hein, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que Diop entend par l'Africain atteindra sa véritable plénitude? Là, la question, mais c'est quoi sa véritable plénitude? Et là, il faut aller ouvrir, là, nous sommes dans civilisation ou barbarie, et c'est là, il dit, écoutez hein, ce que Diop entend par la véritable plénitude. Hein? Les vrais diopistes, c'est nous. Les vrais diopistes, c'est nous. C'est pas parce qu'on ne se masturbe pas sur Diop tous les jours que les gens qui font ça tous les jours pensent qu'ils ont quelque chose de plus que nous. On maîtrise même Diop mieux que eux, parce qu'on a plus de connaissances. Écoutez ce que Diop dit. Dans la page 16, eh bien, Diop explique ce qu'il entend par l'Africain va atteindre sa véritable plénitude. Il dit, l'Africain qui nous aura compris, qui nous a compris, est celui qui, après la lecture de nos ouvrages, donc y compris celui que j'ai lu là, aura senti naître en lui un nouvel homme, animé d'une conscience historique. Voici ce qu'il entend par atteindre sa plénitude. Un vrai créateur, un Prométhée, un porteur d'une civilisation, et parfaitement conscient de ce que la terre entière doit à son génie ancestral, dans tous les domaines de la science, de la culture et de la religion. N'est-ce pas? Aujourd'hui, chaque peuple armé de son identité culturelle retrouvée ou renforcée arrive au seuil de l'ère post-industrielle. Un optimisme africain atavique mais vigilant nous incline à souhaiter que toute nation, n'est-ce pas, se donne la main pour bâtir la civilisation planétaire au lieu de sombrer dans la barbarie. Et donc là, il dit que l'Africain, pour devenir ce Prométhée qu'il a dit là, ce grand, il faut d'abord qu'il retrouve sa plénitude. Mais la question qu'on peut se poser, c'est, mais attends, Diop, tout ce que tu as dit là, mais comment on fait pour retrouver cette plénitude-là? Il poursuit, écoutez la suite. Il y a une communication instinctive entre l'Africain et la nature. Je répète, il y a une communication instinctive entre l'Africain et la nature qu'aucune croyance ne saurait abolir ou ne pourrait être capable d'abolir sans que ce ne soit néfaste pour lui. Mes frères, qu'est-ce qu'une communication instinctive entre l'Africain et la nature? C'est ce qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité est un lien, est une relation, est une communication qu'il y a entre l'Africain et la nature. Et il dit que c'est grâce, et il ajoute ceci, et c'est grâce à cette communication, c'est-à-dire que grâce à cette... Pour les gens qui disent, il y a celui de Kémito Tomate Concentré qui était parti dire que Diop n'a jamais parlé de spiritualité, ça est là. Ça est là. Diop a parlé de spiritualité, je l'affirme. Ça, c'est l'exégèse. N'est-ce pas? C'est le Dieu Médusa qui parle. Donc là, c'est écrit, n'est-ce pas? Il dit, et c'est grâce à cette communion, c'est-à-dire que cette communication entre l'Africain et la nature, que l'Africain pourra atteindre son niveau humain, véritable, spécifique. La réalisation de toutes les possibilités qu'il porte en lui. Diop dit que sans la communication instinctive que l'Africain a, c'est-à-dire que tant que l'Africain va jeter sa spiritualité, va commencer à dire que c'est de la saleté spirituelle, tant qu'il va continuer à dire que cette spiritualité, elle est sale, qu'elle est mauvaise, que c'est pour les païens, que c'est un péché, que c'est de la sorcellerie, il n'atteindra jamais son niveau véritable, il n'atteindra jamais son niveau spécifique, il n'atteindra jamais la réalisation de toutes les possibilités qu'il porte en lui. Autrement dit, il n'atteindra jamais sa grande plénitude. Or, ce n'est que quand il atteindra cette plénitude que ce que lui, il a appelé renaissance africaine sera possible. Voilà des gens qui ont compris Diop, c'est nous là. Voilà des vraies personnes. C'est des intellectuels comme nous qui avons compris Diop. C'est pas parce qu'on se masturbe pas sur ça tous les jours. On a tellement compris Diop que maintenant, on n'est plus là à le rassasser tous les jours. On applique maintenant Diop. Quand j'ai fini de lire Diop là, je me suis dit, j'ai tout compris. Maintenant là, je pars appliquer tout ce que Diop a dit. Et quel est le meilleur moyen d'appliquer ça? Eh bien, pour renouer l'Africain avec sa communion naturelle, avec sa communion avec la nature, sa spiritualité, il faut d'abord que j'attaque les spiritualités qui sont venues détruire cette communion. Et c'est qu'elles j'ai désigné le christianisme et l'islam. Voilà pourquoi j'attaque le christianisme et l'islam, parce que je suis un véritable diopiste. En réalité, le vrai, c'est moi et pas les autres. Otep. Merci beaucoup, Médusa. Je pense qu'on arrive sur les dernières questions. On est à la fin.
Et après, je vais prendre quelques personnes pour qu'ils puissent faire leur témoignage vis-à-vis de Medusa. Qu'est-ce que Medusa les a apporté? Quel impact que Medusa a fait dans leur vie? Il n'y a pas de souci, je vais prendre 2-4 personnes, des Kémites. Ils vont venir faire leur propre témoignage sur la personne de Medusa. On arrive sur les dernières questions. Medusa, je vais te lire un passage de Alerte sous les tropiques, le Cheikh Anta Diop, page 51. Tu vas me faire ton commentaire et je vais te poser une question. Cheikh Anta Diop dit ceci: chaque peuple doit édifier sa propre culture et en particulier rédiger sa propre histoire au lieu de se contenter d'en prendre passivement connaissance dans les ouvrages étrangers qui la transfigurent. Tu me fais quel commentaire sur ce passage, Medusa? Le commentaire que je fais est très clair. Très bon passage, tu prends des bons passages, j'aime bien. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est exactement ce que nous faisons. Chaque peuple doit édifier sa propre culture. Ça veut dire, il ne faut pas prendre la culture des autres. Je fais l'exégèse de ce passage que tu m'as donné. Chaque peuple doit édifier sa propre culture. Autrement dit, il faut éviter d'aller copier la culture des autres, d'aller plagier les trucs des autres. La culture, c'est quoi? C'est le nom. Il faut arrêter de s'appeler Mohamed, il faut arrêter de s'appeler Moshe, David, Jacob. Ce n'est pas pour nous. La culture, c'est la façon de s'habiller. Il faut arrêter de s'habiller comme des Arabes. La culture, c'est aussi les ancêtres. Il faut vénérer ses propres ancêtres et non pas les ancêtres des Arabes et des Juifs. La culture, c'est sa terre. Il faut faire de sa propre terre une terre sainte et non pas Jérusalem, non pas le Vatican et encore moins l'Arabie Saoudite. La culture, c'est les dieux de sa propre culture. Il faut prendre les dieux de sa culture, pas les dieux des autres qui portent des noms étrangers, ceux des autres. C'est ça, quand il dit on doit édifier notre propre culture, c'est ça. Notre spiritualité, tout doit être africain. Et lesquels sont aujourd'hui, qui sont les êtres, qui sont les plus fiers de la culture africaine, ceux qui travaillent le plus, qui en parlent le plus, ceux qui travaillent le plus pour l'édifier, j'ai nommé, ce sont les Kamites. Ce sont eux les plus fiers, malgré les attaques que l'on subit, malgré les insultes, les caricatures, nous défendons, mais avec la plus grande énergie. Regardez toute l'énergie, tout l'argent et tout le temps que je dépense, parce que le temps c'est de l'argent que je dépense pour ce combat, si je n'y avais pas vraiment le cœur. Il dit donc, chaque peuple doit édifier sa propre culture et en particulier rédiger sa propre histoire. Et ça, nous les Africains, les afrocentrés, nous ne lisons pas l'histoire de l'Afrique écrite par les Blancs. On le lit uniquement pour se... Quand on le lit, moi je l'ai lu par exemple. À l'époque, l'histoire de l'Afrique que je connaissais, c'était... J'ai eu mon époque aliénée où je connaissais l'histoire de l'Afrique, mais en lisant des livres des Blancs. Je lisais plein de livres des Blancs qui m'apprenaient sur l'Afrique, mais en fait, je me suis rendu compte que Pourquoi Diop dit ça? Pourquoi il faut en particulier rédiger sa propre histoire au lieu de se contenter, n'est-ce pas, de prendre passivement connaissance dans les ouvrages des étrangers, des étrangers qui la figurent? Parce que comme Diop le dit, attends, je vais te dire où est-ce qu'il... Pourquoi? Il le dit lui-même, hein, il écrit quelque part. Il dit, pour terminer, ce sont les sortes... Voilà, il le dit... Non, ça c'est la conclusion. Il le dit ici, là, de manière très claire. Il explique pourquoi il faut arrêter. Il le dit... Sur une perspective, c'est légèrement avant. Voilà, je te lis ça. Et... On peut écrire... Attends, voilà. Attends, je te trouve ça, ça y est. La page où il parle... Ouais, c'est bien d'avoir des pages en tête. Les autres, ils gardent souvent des pages en tête. Moi, les pages, c'est une autre histoire. Attends. C'est une page que j'ai l'habitude de lire pourtant. La langue, on peut écrire... Français n'est pas seulement un instrument d'acquisition d'une science. Attends. Donc tu vas voir, c'est un excellent texte que je vais te montrer. Tu verras. Il répond mais vraiment à tout ce que tu viens de dire. Oh non, c'est après. Voilà. Voilà.
J'ai trouvé. C'est la page 48. Hein? Voilà. Voici la page 48 répond à ce que tu viens de dire, n'est-ce pas? Tout de suite, là. N'est-ce pas? Voyez ce qu'elle dit. Je te lis. Le nègre ignore, c'est-à-dire que le noir ignore que ses ancêtres qui se sont adaptés aux conditions matérielles de la vallée du Nil sont les plus anciens guides de l'humanité dans la voie de la civilisation, que ce sont eux, c'est-à-dire nos ancêtres, qui ont créé les arts, la religion, en particulier le monothéisme, la littérature, les premiers systèmes philosophiques, l'écriture, les sciences exactes, la physique, les mathématiques, la mécanique, l'astronomie, le calendrier, la médecine, l'architecture, l'agriculture, etc., etc. À une époque où le reste de la terre, c'est-à-dire l'Asie, Europe, Grèce, Rome, était plongé dans la barbarie. Ignorant les faits, écoute maintenant la partie qui répond exactement à ce que tu viens de dire. Pourquoi on doit lire? On ne doit pas lire trop, on doit écrire notre propre histoire. Ce que lui, il a fait d'ailleurs même. Il dit, ignorant les faits historiques qu'on prend soin de lui cacher, c'est-à-dire que l'Africain, ignorant les faits historiques qu'on prend soin de lui cacher, ou de déformer avant de les lui enseigner. Donc Diop, il dit que, et qui fait ça? C'est les étrangers dont il parle. Donc il dit que les livres des étrangers, dans les livres des étrangers, eh bien, on cache des faits historiques, ou alors on déforme ces choses avant de les lui enseigner. C'est pour ça que nous devons écrire nous-mêmes notre propre histoire, parce que les autres, quand ils ont écrit, ils ont caché certains éléments, ils ont déformé d'autres éléments. Pourquoi? Parce que ça obéit à des logiques, parce que l'histoire obéit à des logiques idéologiques. Voilà pourquoi Diop les appelle des idéologues. Et je continue, il dit, donc ignorant des faits historiques qu'on prend soin de lui cacher ou de déformer avant de lui enseigner, l'Africain en est arrivé à épouser le point de vue que l'enseignement colonialiste a constamment cherché à lui inculquer pour s'assurer sa docilité. C'est-à-dire que pour s'assurer la docilité de l'Africain, l'enseignement colonialiste, à travers quoi? À travers les livres des enseignants colonialistes, des livres des colonialistes, n'est-ce pas? Eh bien, on lui a caché des trucs, on a déformé, n'est-ce pas? Pour s'assurer de sa docilité, il dit à savoir qu'il n'a pas d'histoire ou de culture propre à celle de l'Europe. C'est-à-dire que dans les livres des Blancs, on dit que l'Africain n'a pas de culture et d'histoire propre à celle de l'Europe, qu'il est fait donc pour obéir et non pour organiser ou assumer les responsabilités. Nous, comme on a lu Diop, là, on a compris ça, on s'est dit, nous devons aller propager donc les livres d'histoire écrits par des Africains. C'est pourquoi le livre qui m'a ouvert les yeux, c'est un livre écrit par un Africain, Joseph Kizerbo, Histoire générale de l'Afrique. Ça m'a ouvert, Histoire de l'Afrique noire, pardon, que je recommande aux gens. C'est 700 pages presque, hein, c'est balèze. Mais c'est un livre qui devient de plus en plus rare. Et donc Diop dit ici là que nous devons, voilà pourquoi nous les Kamites là, à chaque débat, on dit Kalala Omotunde a écrit, Diop a écrit, Antenor Firmin a écrit, Marcus Garvey a écrit, Théophile Obenga a écrit, George James a écrit, Chancellor William a écrit, Webb Dubois a écrit, ainsi de suite, Charles W. Mills a écrit, ainsi de suite. Parce que nous voulons que des Noirs lisent ce que des Noirs ont écrit. Donc les gens comprennent que tout ce que Médusa fait, en fait c'est parce qu'il a tellement compris Cheikh Anta Diop, au lieu de nous rabâcher Cheikh Anta Diop, il applique directement. Tout ce que je fais là, c'est ce que nos prédécesseurs ont eu. Et c'est ce que je fais. Et c'est quand je lis que les gens se rendent compte, en fait ce qu'il fait là c'est Diop. Il dit, il en résulte un manque de confiance en soi et en ses propres possibilités. Bah, quand on t'a enseigné que tu n'as pas de culture, tu n'as pas d'histoire, quand tu lis les livres des Européens, n'est-ce pas, sans recul, eh bien, il en résulte un manque de confiance en soi et un manque de confiance en ses propres possibilités, ce qui est fatal à une œuvre aussi positive qu'une lutte de libération nationale.
Il nous a paru donc nécessaire de tenter un travail qui, en permettant à l'Africain de retrouver la continuité de son histoire, okay, parce que, pourquoi? Parce qu'il dit dans Afrique noire précoloniale que l'histoire de l'Africain, la continuité de la conscience historique a été coupée par des parents religieux qui ne voulaient pas enseigner à leurs enfants un passé qu'ils considéraient comme païen. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il est musulman, il est né musulman Diop. Et il sait que dans l'islam, il y a un concept qu'on appelle la jahiliya. La jahiliya, c'est ce qu'on appelle l'époque pré-islamique. En islam, on dit tout ce qui venait avant l'islam, c'est des péchés, c'est du polythéisme, c'est mauvais. On diabolise systématiquement l'histoire pré-islamique en disant que c'est à partir de l'arrivée de l'islam que les bonnes choses sont arrivées. Et donc, les musulmans africains diabolisent tout le passé anté-islamique africain. Donc tout ce qui est précolonial africain, précolonisation arabe. Voilà pourquoi il dit voilà pourquoi il dit que ce sont nos parents religieux qui tiennent à faire oublier systématiquement à leurs enfants dans l'Afrique nord précoloniale, dans la page du shérifisme, tiennent à faire oublier à leurs enfants, n'est-ce pas, un passé païen, qu'il est devenu indélicat. Et c'est les mots je répète mot pour mot ce qu'il a dit, hein, qu'il est devenu, et je ne suis pas en train de lire, j'ai dans la tête, un passé païen qu'il est devenu indélicat. N'est-ce pas? De toute façon, vous sentez que je dis ça dans ma propre tête. Je ne peux pas aller lire à chaque fois. Tout ça. Tu vois, non? Un passé qu'il est devenu indélicat d'évoquer, sauf si on accepte quelques retours nostalgiques uniquement. Et donc là, voilà pourquoi il dit l'Africain doit retrouver la continuité de son histoire et la connaissance de sa culture. Mais comment tu veux connaître sa culture si tu considères que ta culture, c'est la saleté spirituelle, si tu considères que ta culture, c'est du péché, c'est du shirk, c'est des bêtises. En même temps que les moyens d'adapter, écoute bien là où c'est plus important, renouer avec sa propre culture et la connaissance de sa propre culture, en même temps que les moyens d'adapter celle-ci, c'est-à-dire d'adapter la culture aux exigences modernes, lui permettent, aux exigences modernes, virgule, vous voyez un peu, non? Non, oh, pardon, en même temps des moyens d'adapter, oui, celle-ci aux exigences modernes, lui permettent de conquérir cette assurance et cette plénitude intérieure. Donc, Diop dit que on doit connaître notre culture, mais ça ne veut pas dire qu'on doit appliquer la culture telle que c'était fait à l'époque. Autrement dit, quand l'Africain dit, quand le kémite dit retour aux sources, j'espère que tout ça c'est enregistré même à la famille. Quand on dit retour aux sources là, parce que je suis inspiré, j'ai l'impression que c'est pas moi qui parle, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand Diop dit retour aux sources, quand les Africains, les kémites disent retour aux sources, ce n'est pas un retour pour aller appliquer ce qui était fait à l'époque tel que c'était fait à l'époque, mais c'est adapter la culture, donc, n'est-ce pas? L'Africain doit donc connaître, retrouver la continuité de son histoire et la connaissance de sa culture, en même temps que trouver les moyens de l'adapter aux exigences modernes. Donc quand les Noirs-Arabes incultes, aliénés jusqu'à l'anus, viennent nous dire, ouais, mais regardez, votre ancêtre avait fait ceci, regardez dans la culture africaine, il y a telle mauvaise chose. Oui, mais on a dit qu'on doit adapter notre culture aux exigences de la modernité. Donc si une chose ne se fait plus aujourd'hui, je vais arrêter de le faire. J'adapte ma culture à la modernité. Quand vous voyez Thanksgiving, quand vous voyez Halloween, quand vous voyez Noël, c'est pas des pratiques c'est des éléments culturels et spirituels. Comment on appelle ça? Halloween, c'est un truc spirituel européen. Mais ils ont rendu ça moderne et tout le monde, ils ont rendu ça moderne, fun. Tout le monde applique ça maintenant. C'est devenu leur culture qui s'est propagée. Mais il n'y a qu'en assumant sa culture, en la connaissant, en l'aimant profondément, en l'adaptant à la modernité, qu'on peut réussir à faire de sa culture quelque chose de fier, de moderne, qu'on peut publier partout, tout le monde. Et donc, le retour aux sources n'est pas un passéisme, n'est pas un blocage au passé, mais c'est une adaptation de l'identité culturelle à la modernité. Otep. Merci Medusa, il est inspiré aujourd'hui. En fait, cette thématique de culture, en fait, je pose les questions sous forme de paragraphe de Cheikh Anta Diop et tu fais les commentaires. En même temps, tu réponds aux questions sous-posées, en fait, sur cette paragraphe que je prends. Là, je suis alerte sous les tropiques, page 47, où Cheikh Anta Diop parle de flottement de la personnalité de l'Africain. Ici, Cheikh Anta Diop nous dit la personnalité de l'Africain ne se rattache plus à un passé historique et culturel reconnu par une conscience nationale. Les puissances colonisatrices ont compris dès le début que la culture nationale est le rempart de sécurité, le plus solide que puisse se construire un peuple au cours de son histoire, et que tant qu'on ne l'a pas atrophié ou désintégré,
on ne peut pas être sûr des réactions du peuple dominé. 2. L'achèvement de son assimilation et de son asservissement total. Aussi, le colonialisme a-t-il introduit l'aliénation sous toutes ses formes, depuis l'école jusqu'au chantier. Quel est ton commentaire, Médusa? Ah, tu vois des bons. J'aime bien Non, mais l'Africain, tu es en train de me donner. Je suis en train de découvrir un nouveau truc là. Je suis en train de découvrir un nouveau concept. On risque de te piquer le concept là. J'adore ça. C'est-à-dire qu'on risque de faire ça un jour avec des kémites là-bas. On aura copié ça chez toi, n'est-ce pas? Et donc, on prendra soin évidemment de rendre à tout seigneur, tout honneur, de te rendre ça. J'aime le truc là. C'est-à-dire que on lit un passage de Diop, on dit quelle est l'exégèse que tu fais. C'est beau parce que ça permet aux gens de plonger dans la pensée de Diop de manière passionnante comme ça. Il y a 600 et en plus je vois 600 personnes depuis le début. Je me dis il faut arrêter de dire aux gens de TikTok que les gens sont bêtes, ainsi de suite. Les gens sont capables d'écouter quelque chose d'intellectuel, de construit, pourvu qu'on soit intellectuel et construit. Quand on dit tout le temps, c'est pas tout le monde qui regarde, qui like les fesses. Bon, père un kémite a le droit aussi d'aller liker une fesse. Quelque part, tout ça, ça permet de s'égayer un peu. Ils peuvent aller regarder les fesses à un moment donné, mais après avoir écouté des trucs comme ça là. Donc des fois même, il y a des gens, ils sont en train de s'envoyer en l'air, mais ils ont mis les écouteurs, ils écoutent quand même pour se désaliéner. Tous les deux, parfois, ils ont mis un JBL à côté. Tous les deux, ils s'envoient en l'air tout en... Bref, bon, on y va. J'aime bien cette technique-là. Un jour, on va faire ça. Rappelez-moi, les amis, un jour, on va faire ça sur notre live. On va copier le concept de l'Africain. Vous me lisez des passages de Diop, n'est-ce pas, ou d'un livre afrocentré, et je commente ce que j'entends par là. Ça va être vraiment intéressant. Donc, frottement de la personnalité de l'Africain. Excellent. Il dit flottement, flottement de la personnalité de l'Africain. Là, il dit la personnalité de l'Africain, flottement. Donc, l'Africain n'a pas une personnalité qui est... Quand quelque chose flotte, ça veut dire que la chose n'est pas ancrée. Un arbre, ça flotte pas parce qu'il y a des racines. Mais sur l'eau, si tu déposes du plastique sur l'eau, ça flotte. C'est-à-dire que c'est pas stable. Quand un truc flotte, c'est pas stable, ça tangue. Tantôt, c'est d'ailleurs dans un texte de rap que j'avais écrit et que je lis souvent quand je fais du rap, n'est-ce pas, au début de mes lives, pour animer un peu le live au début, n'est-ce pas, j'écris souvent un peuple sans histoire, et des gens peuvent reconnaître, je dis souvent un peuple sans histoire est un bateau sans gouvernail, complètement à la merci de ceux qui soufflent les vents. C'est une phrase qui m'était venue dans la tête, comme ça j'avais écrit. Et c'est comme si c'est pareil. Un peuple sans histoire est un bateau sans gouvernail, complètement à la merci de ceux qui soufflent les vents. Or, un bateau sans gouvernail, c'est un bateau qui flotte sur l'eau et qui est à la merci des vents. N'est-ce pas, le vent souffle à gauche, il part à gauche, souffle à droite, il part à droite. J'avais écrit ça pourquoi? Parce que j'avais tellement de Diop dans ma tête que même dans l'écriture de mes textes de rap, il y a du Diop qui sort. C'est à cause de ça. Par exemple, flottement de la personnalité, tu as une personnalité qui flotte, qui n'est pas stable. La personnalité de l'Africain ne se rattache plus à un passé historique et culturel reconnu par une conscience nationale. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, au lieu des personnalités qu'on nous amène, on a la personnalité islamique. On se dit qu'on ne se définit plus comme étant culturellement noir. Par exemple, nous, on a une personnalité. La personnalité kamite, c'est une personnalité qui se rattache à un passé historique et culturel, n'est-ce pas, reconnu. Tu vois? Mais la personnalité islamique se rattache à une histoire et à une culture arabe, arabo-islamique, n'est-ce pas, islamique. Les gens qui disent donc que je suis musulman avant d'être noir, ils sortent complètement de ce que Diop dit. Donc ils définissent leur personnalité non pas par un passé historique et culturel africain. Celui qui se définit comme chrétien avant d'être noir ou juif avant d'être noir, on a une personnalité. Mais un peuple qui a le flottement de la personnalité de l'Africain, c'est quoi? Tu vas trouver un Africain qui dit il est musulman, l'autre dit il est chrétien, l'autre dit il est juif, n'est-ce pas? Un truc qui s'habille comme un arabe, qui fait tout comme un arabe, c'est pareil. Et donc, la personnalité de l'Africain doit donc se rattacher à un passé historique. Donc, il faut faire, donc c'est ce qu'il dit, hein? Si la personnalité de l'Africain doit se rattacher à un passé historique, ça veut dire que la première chose à faire, c'est de restituer l'histoire de l'Africain. C'est pourquoi il disait dans sa conférence de Niamey
je pense, hein, à moins que je me trompe, il disait que à l'origine, ce qu'il voulait, je voulais pas, moi je voulais trouver des solutions pour le développement de l'Afrique, à moins que je me trompe, attention. Vous allez dire non, il n'a jamais dit ça. Mais je sais que c'est ça. Diop au départ ne voulait pas, son but ce n'était pas de parler d'histoire. Son but c'était d'abord de proposer des solutions pour le développement, parce qu'il était à l'époque de l'indépendance où il y avait les mouvements tels que le RDA, n'est-ce pas, il y en avait beaucoup. Chacun proposait des solutions pour développer et il faisait partie de ces associations panafricaines. C'était un panafricain influencé par Garvey. Est-ce que vous voyez un peu? Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rendu compte que plus il voulait proposer des solutions pour le développement de l'Afrique, plus il s'est rendu compte que ça le ramenait en arrière dans l'histoire. Et il a compris que finalement, pour que l'Africain se développe, il a d'abord changé sa personnalité. Mais pour changer sa personnalité, il faut qu'il maîtrise l'histoire, parce qu'une personnalité solide, il doit avoir une personnalité enracinée, pas une personnalité flottante. Mais une personnalité enracinée doit s'enraciner à travers le passé. Donc il faut d'abord que je fasse recoller la conscience de la continuité du passé historique de l'Africain. Et pour faire ça, je dois faire de l'historiographie. Et donc je dois écrire l'histoire de l'Afrique. Et c'est là où vient le livre, le passage que tu m'as donné. Et j'aime bien les passages que tu me donnes, parce que tes passages sont collés les uns aux autres. C'est là où il dit, dans le passage que tu m'as cité tout de suite là, en disant que l'Africain doit d'abord écrire son histoire lui-même et pas les colonisateurs. Pourquoi? Parce que quand il a écrit son histoire, il peut maintenant avoir une personnalité qui est basée sur un passé historique. C'est pourquoi les Africains font de l'historiographie. Ils repartent dans l'histoire. L'historiographie, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'histoire de l'histoire. Hein? Tu repars dans l'histoire pour aller étudier comment l'histoire a été racontée, pour voir quelles sont les raisons avouées et inavouées de ceux qui ont raconté l'histoire, voir si ce qu'ils ont raconté est concordé par des faits, concorde avec des faits. Parce que beaucoup d'historiens racontent en fait leur vie. Ils racontent pas l'histoire, mais ils racontent leur version de l'histoire, ce qui est différent. Et donc c'est ça l'historiographie. Et moi par exemple, je lis beaucoup de livres d'historiographie. Et donc quelque part j'ai un petit niveau en historiographie quand même, hein, n'est-ce pas? En historiographie, parce que j'adore l'historiographie, j'adore la déconstruction de l'histoire. Parce que de toute façon les livres que j'ai commencé à lire dans ce domaine-là aussi, c'était fondamentaux de déconstruction. J'ai commencé à apprendre l'histoire par la déconstruction de l'histoire, et donc pour éviter de tomber dans des biais idéologiques. Voilà pourquoi j'adore ça. Donc, une fois qu'on a restitué le passé historique, le passé culturel, parce que l'histoire, c'est quoi? C'est le récit des événements passés. Mais les événements passés, donc des choses qui sont passées. Mais le passé est constitué de plusieurs événements, plusieurs éléments. C'est la vie des êtres humains qui est inscrite dans l'espace et dans le temps. Donc, quand tu sais ce que les gens ont toujours pratiqué dans l'espace et dans le temps, tu connais donc, on appelle ça une tradition. Une tradition, c'est une pratique, c'est un élément qui est effectué dans l'espace, dans le temps. L'ensemble des traditions, c'est ça qui constitue une culture. Et donc, voilà pourquoi il dit que la personnalité de l'Africain doit se baser sur son passé historique et culturel. Reconnu. Oui, ça doit être reconnu. N'est-ce pas? Par une conscience nationale. C'est-à-dire que tout le monde le sait, que c'est vrai. Tout le monde sait que voilà, notre empire était ceci, que nous avons toujours fait telle pratique, telle culture, et l'État aussi, la nation. Voilà pourquoi, d'où la charge de nos pays. Nos pays doivent mener aussi un véritable travail. C'est ce que fait la Chine. La Chine fait tout pour prôner la culture, l'histoire chinoise et l'identité culturelle chinoise. Donc la personnalité du Chinois est basée sur son histoire et sur sa culture, reconnue à l'échelle nationale, parce que le gouvernement fait un travail dessus. Les puissances, pourquoi il dit ça maintenant? Là, il commence à... Parce que la phrase là, il y a un paragraphe argumentatif, c'est un paragraphe qui commence par une affirmation, puis ensuite se suit une justification, pourquoi j'ai fait cette affirmation, et à la fin, ça se termine par une illustration, n'est-ce pas, suivie d'une conclusion partielle. Ça, c'est pour les jeunes qui nous écoutent, n'est-ce pas? Si tu es jeune, tu m'écoutes, et que tu fais des rédactions, ou tu fais comment on appelle ça? Des exposés ou bien des dissertations. Hein? Si tu veux que ton professeur apprécie ce que tu as écrit, je te donne une structure. Conseil pour les jeunes. 1. Fais d'abord une affirmation. Médusa est Dieu. Médusa est un ancêtre réincarné. C'est une affirmation.
Maintenant, ok, en une phrase ou en deux phrases. Après, tu fais maintenant une justification. C'est la partie la plus longue. Tu vas donner toutes les phrases qui justifient le fait que Médusa soit un ancêtre réincarné. Tu donnes premier argument, deuxième phase, quatrième phase, troisième, quatrième, en 5 ou en 10 phrases, ça dépend de toi. Tu donnes tous les éléments. Quand tu as fini de donner, par exemple, en 5 phrases, tu justifies l'affirmation que tu as faite. Après, tu donnes maintenant un exemple pour que ta justification soit vraiment juste. Maintenant, quels sont tes arguments que tu as donnés maintenant? Quelle est l'illustration? Et donc, l'illustration, par exemple, une fois il était sur le live de l'Africain, il était en train de parler, on a senti en lui, n'est-ce pas, l'esprit des ancêtres le revêtir et il est parti en roue libre en train de professer, n'est-ce pas, la désaliénation, n'est-ce pas? Conclusion partielle, ceci prouve à suffisance que Médusa est un véritable ancêtre réincarné, envoyé pour ainsi de suite. Voilà. C'est comme ça que vous faites. Et si vous faites ça, même quand vous écrivez des livres, vos livres seront clairs, seront compréhensibles. Et quand vous écrivez vos rédactions, vous allez avoir des notes qui sont quand même bien si vous avez des professeurs qui ne sont pas fous. Donc, continuons. Les puissances colonisatrices ont compris, là il commence à expliquer pourquoi il a dit qu'il faut que la personnalité de l'Africain se rattache à un passé historique et culturel. Parce que les puissances colonisatrices ont compris dès le début, c'est-à-dire que dès le début de l'entreprise de la colonisation, on te plie cette affaire-là, que la culture nationale est le rempart de sécurité. En gros, donc la culture est un rempart de sécurité. Ça revient à ce que je disais. Donc Diop est en train de nous dire que l'aliénation culturelle est la plus douce, la plus efficace. C'est comme si Diop et Sankara étaient liés par un fil invisible. Mais c'est comme ça, quand tu es éveillé, vous êtes connecté par un même truc. Voilà pourquoi j'ai dit dans mon texte de rap, animé par la même énergie primordiale des héros redoutables aux luttes anticoloniales, n'est-ce pas? Des héros redoutables des luttes anticoloniales. La même énergie primordiale qui nous lie. C'est ça. Donc quand il dit, n'est-ce pas, les puissances colonisatrices ont compris dès le début que la culture nationale est le rempart de sécurité. C'est avec cette culture nationale, la culture africaine, qu'on résiste. Le plus solide que puisse se construire un peuple au cours de son histoire. Eh oui. Le plus solide truc qu'un peuple peut se construire de son histoire, c'est une culture nationale. C'est ce que la Chine, la culture nationale chinoise, c'est son plus grand rempart. Le jour où la Chine cesse d'avoir sa culture, la Chine elle est morte, elle est foutue. Le Japon a sa propre culture. Sans ça, le Japon n'est pas Japon. Mais nous, on ne sait pas ce que nous sommes. Nous, on prend le christianisme, on en fait des religions nationales. L'islam devient la religion nationale. N'est-ce pas? Le président s'affiche comme un noir arabe, habillé comme un noir arabe, en train de prier comme un noir arabe. Les présidents qui vont même à la Mecque pour aller lécher un caillou. Et donc là, n'est-ce pas, au cours de son histoire, et que tant qu'on ne l'a pas atrophié, Diop, c'est comme ça qu'il faut lire Diop. Voilà pourquoi je dis souvent que Diop, on ne lit pas ça comme un roman. Diop, il faut s'attarder sur chaque phrase. Parce que Diop, il ne faut pas en faire une lecture littérale et littéraire, il faut en faire une lecture méthodique et scientifique. Et donc il dit, c'est le plus grand rempart, le plus solide, le rempart de sécurité le plus solide que puisse se construire un peuple au cours de son histoire, et que tant qu'on ne l'a pas atrophié, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas... C'est voilà pourquoi il disait que, rappelez-vous de la conclusion de Un continu à la recherche de son histoire que nous avons lu, où il dit que toutes ces croyances sordides qui ont atrophié l'âme de l'Africain. Vous voyez maintenant là où Diop est toujours cohérent. Il vous a dit dans la conclusion de Un continent à la recherche de son histoire que les croyances, que la renaissance africaine ne peut être possible que tant que l'Africain va se débarrasser de toutes ces croyances sordides qui lui ont atrophié son âme. Or, la croyance sordide, donc la religion donc, a atrophié l'âme de l'Africain. Or, la religion, je vous ai dit, est une culture. Donc, quand Diop dit que la culture, là, c'est le rempart, eh bien, il dit que la religion, là, il dit tant qu'on ne l'a pas atrophié, donc on est venu atrophier l'âme de l'Africain. Et donc, c'est la religion, n'est-ce pas, qui est venu détruire la culture donc des autres, amenée à travers une religion, étant donné qu'elle est un outil d'impérialisme, un outil de colonisation, un outil de domination, est venu détruire la culture qui était sur place. La culture de l'autre vient, ça doit créer de la place. Il faut que ça détruise la culture qui est pour régner, parce que deux cultures qui cohabitent, ça fait un choc. Donc ils ont détruit notre culture pour faire triompher leur culture à eux. Et cette culture, ils ont appelé ça religion.
Et donc c'est là où il dit que, n'est-ce pas, et quand il dit que les croyances sordides ont atrophié l'âme de l'Africain, et là il dit donc que les puissances colonisatrices, n'est-ce pas, ont détruit la culture nationale, n'est-ce pas, en atrophiant l'âme de l'Africain, en atrophiant la culture africaine. N'est-ce pas? Donc il dit voilà, voilà, il dit voilà, le plus solide que puisse se construire un peuple au cours de son histoire est que qu'on ne l'a pas tant qu'on ne l'a pas atrophié, tant qu'on n'a pas atrophié la conscience culturelle de l'Africain ou désintégré, tant qu'on n'a pas désintégré la culture. Mais comment on fait pour désintégrer la culture d'un peuple? Il faut répéter aux gens tous les jours que votre culture c'est de la saleté spirituelle. C'est comme ça qu'on désintègre ça. Donc les gens qui disent ça sont contre Diop. Répète à tes enfants tous les jours que l'histoire africaine, répète à des jeunes que la culture africaine c'est de la saleté spirituelle. Répète-leur que c'est de la sorcellerie. Répète-leur qu'il ne faut pas pratiquer ça, il faut pratiquer ce que moi l'arabe ou moi le chrétien, moi l'européen, l'occidental, le juif, je t'ai amené. C'est comme ça que l'on désintègre. Et ça on appelle ça un épistémicide. Un épistémicide par définition c'est la désintégration, n'est-ce pas, d'une culture que vous avez trouvée. C'est un génocide culturel. Et Diop le dit dans... il le dit dans Civilisation ou Barbarie toujours, hein, n'est-ce pas? Il dit que... bon, il dit que le génocide qui a été pratiqué sur nous, je ne sais pas si c'est... Non, ça doit être dans... Si ce n'est pas dans Civilisation ou Barbarie, c'est que c'est dans Antériorité des civilisations nègres, mythes ou vérité historique, dans l'un ou les deux, je ne sais plus, où il dit que le génocide culturel, n'est-ce pas, c'est le génocide qui a précédé le génocide physique. Il a utilisé le terme génocide culturel. Hein? Rappelez-moi dans quel livre, pour les génies qui sont là, qui retiennent souvent les pages des livres, qui sachent, il dit, eh bien, c'est ce génocide culturel, n'est-ce pas, qui a précédé le génocide physique qui a été perpétré ça et là. Tu vois? Génocide culturel. Donc il le dit. Je vois que je ne sais plus où est-ce qu'il avait dit ça. Mais en tout cas, il avait dit ça. Et donc, c'est ce qu'il dit ici, là. Donc, tant qu'on n'a pas attroupé, tant qu'on n'a pas désintégré donc, un épistémicide, on ne peut pas être sûr des réactions du peuple dominé. Oui. On ne peut pas être sûr des réactions. C'est ce que Diop est en train de vous dire, que tant qu'on n'a pas déplacé les chaînes des pieds vers la tête, tant qu'on n'a pas désintégré sa culture et qu'on aura fait un petit nous, parce que l'Africain, le but de chaque colonisation, le but d'une colonisation, c'est de faire du peuple colonisé un petit moi, un petit blanc, un petit européen ou un petit arabe. Voilà pourquoi Diop a dit que l'occidentalisation, c'est-à-dire l'arabisation de l'Afrique, est liée à l'islam qu'on nous a amené. Et l'occidentalisation, donc l'européanisation, est liée au succès du christianisme. Parce que ces deux religions détruisent la culture africaine. Parce que l'islam ne peut pas exister là où est le shirk. Le plus grand péché en islam, c'est le shirk, c'est-à-dire l'association. Associer l'islam avec une autre culture. Associer Allah avec une autre divinité africaine, c'est le shirk pro max. Voilà pourquoi il dit que, eh bien, ça ne peut pas... Il dit ici là que ça ne peut pas, je termine donc par là, n'est-ce pas, désintégrer, on ne peut pas être sûr du peuple dominé, n'est-ce pas, de l'achèvement, de son assimilation et de son asservissement total. Donc Diop dit que pour assimiler, tu connais toi-même le mot assimiler. Assimiler quelqu'un, c'est de lui faire comme moi. Les Français disent de l'extrême droite, ils disent que les étrangers qui viennent en France là, il faut leur faire l'assimilation. N'est-ce pas? L'assimilation. Ça veut dire quoi? Ils doivent être totalement assimilés. Mais c'est quoi être totalement assimilés? Ils doivent être des petits Français. Ils doivent être comme nous. Abandonnez votre culture africaine avec laquelle vous avez amené de l'Afrique là et devenez des Français. Faites Tanguy David. Voilà pourquoi Tanguy David, c'est un vrai assimilé. Il a oublié, il a rejeté ses ancêtres. Il est devenu comme un Français, comme une caricature de Français. Il pense qu'il est le descendant de Louis XIV par exemple. Ou bien je sais pas moi, de Napoléon. Et donc, c'est ça qu'on appelle l'assimilation. Les Arabes, pour nous assimiler, on nous a apporté une idéologie qui nous fait s'habiller, parler, porter des noms comme lui. Le christianisme et les juifs, pareil. On se nomme comme des blancs, on s'appelle Jean, Christophe, des choses comme ça. Et son asservissement total. Diop dit que pour qu'un asservissement soit total, il faut qu'il soit aussi culturel. Et l'asservissement culturel, c'est quoi? C'est la religion. Aussi, le colonialisme a-t-il introduit l'aliénation sous toutes ses formes? Or, comme je te l'ai dit, sous toutes ses formes, depuis l'école jusqu'au chantier.
Donc, de l'école jusqu'au chantier, il y a quoi au milieu? Tu quittes l'école jusqu'au chantier, il y a la mosquée et l'église au milieu. Quand il dit qu'introduit sous toute... Diop, il faut lire entre les lignes de Diop. Il dit trop de choses entre les lignes. Chacune de ces phrases pèse lourd. Il dit que, n'est-ce pas, aussi le colonialisme a-t-il introduit l'aliénation sous toutes ses formes depuis l'école. Pourquoi? Toutes ces formes, ça veut dire quoi? Sous la forme l'aliénation sous la forme économique avec le franc CFA, sous la forme politique avec des petits politiciens qui sont formés, éduqués à l'école occidentale, n'est-ce pas? Mais aussi sous toutes ces formes. Dans toutes là, il y a quoi? Il n'y a pas la spiritualité sous la forme spirituelle, sous la forme culturelle, sous la forme religieuse, ainsi de suite. Donc il a dit sous toutes ces formes. S'il était vivant, tu lui dis, mais quand tu dis toutes les formes là, aussi la forme spirituelle, il te dit oui. Mais c'est pourquoi il a dit que les croyances sordides ont atrophié notre âme. Voilà pourquoi il a utilisé génocide culturel. Donc Diop est en train de nous dire que l'aliénation, n'est-ce pas, introduit sous toutes ses formes, c'est aussi l'asservissement total, c'est quand on a totalement assimilé un peuple. Les gens qui disent que Diop n'a pas critiqué la religion, là, je ne sais pas, ils lisent Diop avec l'anus ou comment? Je ne sais pas comment ils lisent Diop. Quand tu lis Diop avec un cerveau performant, comme celui de Médusa, voilà la conclusion claire, logique qui en découle. Voilà les vraies personnes qui font l'exégèse de Diop. Voilà les vrais diopistes, c'est nous. Ce n'est pas les gens qui parlent de Diop matin, midi et soir sans trop savoir ce que c'est. Voilà, mais donc, vous voyez, non? Donc, je suis en train de vous démontrer que les gens qui disent que Médusa, ce n'est pas un vrai intellectuel, il parle seulement de la Bible. Mais dès que vous sortez, attention, hein? Attention! Faites attention à Médusa. Merci l'Africain pour cet exercice-là que tu es en train de me faire là, parce que je me sens pleinement dans mon domaine. Merci beaucoup. Et bon, là, on est presque fini. On ne peut pas fermer le panel sans parler de Soudan, qui sont en train de vivre vraiment un génocide. Et pour te poser une question sur ça, je vais emprunter un passage de Cheikh Anta Diop, Alerte sous les tropiques, page 103. Cheikh Anta Diop nous dit ici, le Soudan, vaste comme l'Europe, avec son potentiel économique incomparable, est sur le point d'être assimilé par l'Égypte, pourtant à peine plus grande que l'Europe, et n'ayant d'autres ressources dans les temps modernes que le coton et le tourisme. Tout ceci parce que la culture nationale soudanaise s'est affaiblie devant la culture arabe. Médusa, ton commentaire. Mais toi, non, il me plaît trop l'Africain là. C'est dingue, il me plaît trop. Il me plaît trop. C'est-à-dire que tu es en train de ressusciter des passages que je n'utilise même plus. Tellement il y a des trucs, des passages que ça est là, hein, je peux même te montrer. J'ai mis des marque-pages dans tout ça là. J'ai des marque-pages dessus. J'ai même colorié les trucs depuis longtemps. C'est des pages que je n'utilise même plus depuis longtemps. C'est des pages que je n'utilise même plus depuis longtemps en fait. Tellement, je me rends compte qu'il faut que je refasse un autre là de Diop. Tout est là. Non, il est intéressant l'Africain. Il est vraiment intéressant. Donc, je comprends maintenant pourquoi le gars là met le Cheikh Anta Diop sur sa photo de profil. Il connaît Cheikh Anta Diop. Il connaît. Mais c'est clair. Bon, regarde, tu sais même ce que je vais faire? Je vais même repartir sur avant ce que tu viens de lire là. Parce que avant ça, je me rends compte que là, je vois que j'avais coloré une partie avant. Le truc, c'est l'indépendance de la culture nationale. Je te lis depuis le dernier, enfin l'avant-dernier paragraphe, le dernier paragraphe, pardon, avant d'arriver à la page 103. Commençons par la page 102. Parce que là aussi, il y a un truc intéressant. Il dit, l'accent devra être mis également sur l'importance de la culture nationale. CF, Nation Agriculture, présence africaine, genre, hein? Il fallait lire là-bas ce qu'il a dit. Il dit, la culture nationale est le seul rempart sérieux, vraiment infranchissable entre le monde extérieur et nous. Écoutez bien, il dit, je répète, l'accent devra être mis dans la lutte, il dit dans la lutte d'indépendance nationale, c'est le titre, il dit, l'accent devra être mis sur l'importance de la culture nationale, n'est-ce pas? La culture nationale est le seul rempart sérieux, vraiment infranchissable entre le monde extérieur et nous, surtout quand il s'agit des Arabes dont nous avons en majeure partie contracté la religion. Starfula. Le mot contracté,
Qui a dit que Diop ne critiquait pas la religion même, hein? Diop dit, nous avons contracté la religion. Parce que Diop, en fait, c'est quelqu'un qui a fait la critique de l'islam. Mais comme il est né dans un pays qui est à majorité musulmane, et qu'il savait qu'à son époque, il a dit, à l'heure actuelle, si tu veux être efficace, tu ne dois pas te lancer à la critique de la religion. Pourquoi? Parce qu'à son heure, là, il y avait un type, là, j'oublie, un autre intellectuel, j'oublie son nom, qui avait été tué parce qu'il critiquait l'islam. Et donc, il savait qu'à l'heure actuelle, là, les gens ne sont pas encore prêts. Les mentalités ne sont pas encore prêtes. Attendons plus tard, hein, au 21e siècle, eux, ils auront les réseaux sociaux. Eh bien, eux, alors, ce sera plus facile pour eux. Mais nous, à l'heure actuelle, on n'a que les livres pour écrire et je veux que les gens lisent mes livres. Mais si je commence à critiquer frontalement la religion, les musulmans sont capables de brûler tous mes livres simplement parce que j'ai critiqué leur religion. Je vais mettre la critique, mais de manière intelligente. Et donc, Diop dit, surtout quand il s'agit des Arabes, dont nous avons en majeure partie contracté la religion. Les musulmans qui disent que l'islam ne vient pas de chez les Arabes, mais l'islam c'est africain là. Qu'est-ce que vous dites de cette partie? Contracté, vous savez, c'est un mot en médecine. Je suis bien placé pour vous le dire. En médecine, le mot contracté s'utilise lorsqu'on des virus ou bien des bactéries. Ou bien je mens. On contracte un virus. On contracte une maladie. Quand il y a une épidémie, on va contracter ça. C'est ça qu'on appelle contracter. On contracte une maladie. Donc il dit que l'islam est une maladie que nous avons contractée. L'utilisation des mots, il aurait pu utiliser que nous avons reçu, que nous avons... Non. Nous avons contracté, chez les Arabes, les mots ont un sens. Et donc, je reviens à là où tu disais donc, eh bien, là il parle un peu mouridisme, ainsi de suite, la Transjordanie et compagnie. Il dit, le Soudan vaste comme l'Europe, avec son potentiel économique incomparable, est sur le point d'être assimilé par l'Égypte. Il vient de parler de l'arabe, dans le même paragraphe en avant, il a dit, des Arabes, nous avons contracté. Or, l'Égypte était totalement arabisée à cette époque-là. Déjà, par les Ottomans qui avaient commencé le travail qui avaient terminé le travail d'arabisation. Par l'Égypte, pourtant à peine plus grande que la France, et n'ayant d'autres sources dans les temps modernes que le coton, le tourisme. Pour l'Égypte, n'avait que le coton et le tourisme à cette époque-là. Tout ceci parce que la culture nationale soudanaise s'est affaiblie devant la culture arabe. Tout ceci parce que la culture soudanaise, je répète, s'est affaiblie devant la culture arabe. Alors, pourquoi Cheikh Anta Diop dit ça? Parce que Cheikh Anta Diop connaît l'histoire du Soudan. Le Soudan, à l'époque, vous devez le savoir, est un pays qui, normalement, au 19e siècle, parce que j'ai fait un live sur le Soudan, dans lequel j'ai parlé du Soudan depuis moins 12 000 avant Jésus-Christ jusqu'en 2025. Un véritable tour de force. Il y a des gens qui insultent encore Médusa, traiter Médusa de X ou Y. Vous avez le niveau de faire un live sur un pays de moins 12 000 avant Jésus-Christ jusqu'en 2025. Des petits noirs arabes avec le cerveau lavé qui partent mettre un seul commentaire 1000 fois. Ils partent, ils me suivent sur des lives, ils m'insultent au moins 500 fois en commentaire. Ah! C'est pas possible. Vous détestez, mais vous êtes partout. Et là, ils sont en train de prendre l'enseignement de Médusa, et après, ils vont me retrouver sur d'autres lives, ils vont commencer à m'insulter 500 fois en commentaire. C'est dingue. Le Soudan, il faut savoir qu'au 19e siècle, il y avait le wali de l'Égypte, qu'on appelait Mehmet Ali. Il avait envahi le nord du Soudan, parce que Mehmet Ali, il avait été envoyé par des Ottomans, en fait. Parce qu'à l'époque, l'Empire ottoman avait occupé l'Égypte, il faut le savoir. Hein, l'Empire ottoman et puis, je crois, une partie de la Chine aussi. Et quand ils ont occupé un peu l'Égypte, n'est-ce pas, parce que c'est Saladin Ier, hein, depuis, je crois, 1516, il y avait Saladin Ier qui était le sultan de ottoman, il avait envahi l'Égypte, n'est-ce pas, et c'est lui qui va envoyer maintenant Ali, n'est-ce pas, pour devenir le régent, si tu veux, de l'Égypte. Donc il va contrôler l'Égypte dans l'Empire ottoman. Et donc, lui, le mec, il avait des velléités de domination, il voulait créer un empire, n'est-ce pas? Et donc, il va se dire, comme je veux créer un empire moi-même à partir de l'Égypte, il voulait que l'Égypte, parce que l'Égypte n'avait pas beaucoup de ressources à cette époque-là. Mais le Soudan avait beaucoup de ressources. Il y avait l'or au Soudan, parce que les Arabes savent que le Soudan s'est toujours appelé Blad el-Soudan, un pays où il y avait toujours de l'or. Parce que l'histoire des Arabes disent que les Soudanais ont tellement d'or que, à l'époque, même les chaînes pour attacher les prisonniers les plus récalcitrants,
n'est-ce pas, eux, les prisonniers de guerre, les captifs de guerre, eh bien, ils les attachaient avec des chaînes en or, n'est-ce pas, tellement l'or coulait. Et c'est vrai puisque le Soudan est, je crois, parmi les 3 plus grands producteurs, parmi les 5 plus grands producteurs d'or au monde, et parmi les 3 plus grands producteurs d'or en Afrique, n'est-ce pas? Et donc, le mec il dit, Médusa, tu n'es qu'un rat des bibliothèques qui gobe les textes. Avant, vous disiez que Médusa est un fou, Médusa est un menteur qui n'a jamais lu, non? Hein? Que Médusa n'a jamais été dans une bibliothèque. Maintenant, vous reconnaissez que Médusa est un rat de bibliothèque. C'est-à-dire, rat de bibliothèque veut dire quelqu'un qui a tellement fréquenté les bibliothèques. Maintenant, vous reconnaissez que je suis un rat des bibliothèques. C'est maintenant que vous le reconnaissez quand j'en fais des démonstrations de force intellectuelle comme ça sur un live. Vous êtes vraiment incroyable. Et donc, c'est au 19e siècle. En fait, le Soudan il avait réuni 10 000 hommes. N'est-ce pas? 10 000 hommes pour aller attaquer le Soudan. Ils ont attaqué le Soudan et ils ont soumis le Soudan. Ils ont commencé à arabiser le Soudan. N'est-ce pas? Et donc le Soudan est devenu totalement arabisé. Et là maintenant, après, des mouvements se sont créés, tels que des mouvements des gens qu'on appelait les... merde, comment il s'appelait l'autre? Les Al-Mahdi, voilà. Parce qu'il y avait un truc qu'on appelait un Mahdi, n'est-ce pas? Il disait qu'il avait des puissances, il était le nouveau Mahdi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les Mahdi en islam, c'est l'envoyé de Allah. N'est-ce pas? Et donc, il y a un mouvement qu'on appelait le mouvement mahdiste qui a régné, je crois, de 1885 à 1898, je pense, quelque chose comme ça. Il y avait un Mahdi qu'on appelait le Muhammad Ahmad. Hein, en 1884, Muhammad Ahmad, il va créer ce mouvement-là partout. Il va commencer à faire un djihad pour imposer l'islam partout parce que c'est lui le Mahdi. Et comme c'était un arabisé, n'est-ce pas? Et même de peau aussi, n'est-ce pas? Et donc, il va imposer partout. Donc tout le nord du Soudan va devenir totalement arabisé par ça. Et par des Européens qui étaient là-bas. Les Anglais arrivent, les Anglo-Saxons de 1899 à 1956 ou 57, je ne me souviens plus, n'est-ce pas? Les Anglais vont commencer à dominer le pays. Dès qu'ils arrivent sur le pays, ils commencent à dominer, ils se rendent compte que il faut absolument qu'on domine, il faut qu'on administre ça. Ils vont envoyer un type qu'on appelait Lord Corner, qui était celui qui administrait la zone pour les Anglais, le Soudan. Et Lord Corner, automatiquement, il va se rendre compte qu'en dominant l'Égypte, il va se rendre compte que les Égyptiens eux-mêmes, les Ottomans qui dominent l'Égypte eux-mêmes, depuis longtemps, ils se servent du Soudan pour avoir des produits agricoles, pour avoir de l'or et tout. Et donc, il va envoyer un général qu'on appelait Charles Gordon. Et c'est ce Charles Gordon qui va aller gouverner le Soudan. Et il va aller mater le mouvement des Mahdistes. Les Mahdistes vont gagner, n'est-ce pas? Les Mahdistes vont assassiner Gordon pendant un moment donné. Mais après, il va y avoir une famine au Soudan entre 1999, je pense, et 1899 et 1990, quelque chose comme ça. 1890. Il va y avoir beaucoup... Non, c'était 1900, non. Non, 1800. 1890. Il va y avoir une famine. Et donc, après ça, jusqu'en 99 et jusqu'en 1900, vraiment. En 1900. Il va y avoir de la famine, n'est-ce pas? J'ai un peu brouillé sous les dates. Mais en tout cas, il y a eu une famine, c'est de mémoire tout ça. Les Britanniques vont revenir et vont dominer la zone. Dès que les Britanniques dominent la zone, eh bien, l'Égypte aussi commence un peu à affaiblir. Voilà, ils ont pris qu'on appelle ça le canal de Suez et tout ce qui va avec, n'est-ce pas? L'influence anglaise va commencer à diminuer un peu, et donc les Anglais eux-mêmes vont vouloir, les Égyptiens vont vouloir s'émanciper de la domination anglaise et tout ce qui va avec. Et là, en 1955, le Soudan aussi va rentrer en conflit contre l'Égypte, ainsi de suite, et ils vont devenir indépendants en 1955. En 1951, dès qu'ils ont leur indépendance, ils s'entendent et ils disent, écoutez les gars, nous le Soudan du Sud, on n'est pas trop dans vos histoires de l'islam et tout ça là, et même des régions du Sud, on va avoir un gouvernement, n'est-ce pas, on veut avoir une forme d'autonomie et un gouvernement un peu libre. Normalement, ils devraient pouvoir accepter cette forme de gouvernance, puisque normalement ça pose pas de problème. Mais là, les mecs, ils vont rentrer dans une véritable guerre, ils vont refuser, et là, des présidents ne vont être que des présidents du Nord, c'est-à-dire que des arabisés, ils laissent pas le pouvoir à ceux qui sont en bas. Et donc là, des guerres vont commencer à éclater parce que il y avait des présidents, n'est-ce pas, noirs-arabes, hein, des présidents noirs-arabes qui vont commencer à imposer l'islam partout, par exemple. Vous avez un type qui s'appelait Ismaël al-truc là.
Azari, voilà. Ismaël Al-Azari, ce gars-là qui était le chef du gouvernement de coalition, parce que le 1er janvier 1956, ils avaient décidé de mettre, ils avaient une indépendance, et de là, ils avaient mis un gouvernement de transition. Et lui va être chef seulement de la coalition pour la transition, pour organiser les élections. Mais il va profiter de ça pour prendre le pouvoir lui-même au lieu d'organiser l'élection. Et donc, le 17 novembre 58, le jour où le Parlement devait se réunir pour siéger, eh bien, son armée va venir faire un coup d'État, ils prennent le pouvoir, et le mec va obliger l'arabe comme langue de tout le pays. Et l'islam devient la religion de soudanaise partout. Il va islamiser. Les universités vont rentrer en révolte partout. Il y a même un jeune là qui s'appelait, je crois, Ismaël, qui va mourir, n'est-ce pas? Et donc, ça va créer des problèmes. Donc, le pays, pendant 4 ans, va plonger. Et arrivé en 1972, ils vont signer un traité de paix avec les gens qui se rébellaient. Le traité de paix dit que voilà, le Soudan du Sud va avoir son autonomie, comme ils veulent pas trop de l'islam et tout ça là. Ils vont avoir leur autonomie. Le pays fonctionne un peu, quelques tensions. Arrive 1983, deuxième guerre civile. La guerre éclate encore dans le pays. Pourquoi? Parce qu'il y a un abruti qui est arrivé au pouvoir qui s'appelait Gafar Nimeri. Gafar Nimeri, donc, de ce qui a régné de 71 jusqu'à 1900, parce que depuis 71, hein, il était là, mais voilà, de 71 jusqu'à 1985, le mec, il arrive d'abord en 83, en 60, après 72, hein, voilà. Il commence avec le traité de paix. Arrivé en 83, il dit que désormais la charia devient imposée dans tout le pays, jusqu'au Soudan du Sud. Je brise les traités que j'avais faits avec le Soudan du Sud en 1972. Il brise les traités, et donc l'islam devient la religion officielle, l'autre là, et on enlevait les femmes, les habits dans la rue comme ça. Ta mère sort, on lui enlève les habits, on la voile, on l'humilie dans la rue parce qu'elle n'était pas musulmane. Un islam rigoriste. Et là, maintenant, ça devient n'importe quoi. Et là, la guerre continue à éclater, les peuples se révoltent jusqu'en 1989, je pense. En 1989, il y a un autre gars qui arrive, qui fait un coup d'État. Il s'appelle Omar El-Béchir. Omar El-Béchir fait un coup d'État, lui aussi. Or, il était soutenu par des groupes de Noirs-Arabes. Il était soutenu par des groupes de Noirs-Arabes très déterminés. Et ce sont ces Noirs-Arabes qui, dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils se sont obligés d'être redevables, quoi, parce que ces gens-là t'ont aidé à accéder au pouvoir. Et donc, c'est là où il va, pour faire un peu plaisir à ces gens-là, il va lui aussi avoir une politique qui va être très islamophile. Si vous voyez un peu. Et donc, j'ai oublié le nom du gars en question. Donc, il va avoir une posture très islamophile. Non, il s'appelle Hassan El-Tourabi. Voilà. Il s'appelait Hassan El-Tourabi. Donc, Omar El-Béchir arrive en 89 au pouvoir. Voilà, il arrive par un coup d'État. Voilà, il a duré 30 ans au pouvoir, le mec. Hein. Comme il y avait un mouvement qu'on appelait le FIN, le Front Islamique le Front Islamique National, donc de Hassan El-Tourabi, n'est-ce pas, qui était un des frères musulmans. Hein. Vous savez, le mouvement des frères musulmans de l'Égypte était jusqu'au Soudan, n'est-ce pas? Donc, c'est un mouvement islamique, donc il était tellement islamisé. Donc, c'est ce El-Tourabi-là qui va influencer Omar El-Béchir, n'est-ce pas? Et donc, pour lui faire plaisir, il va imposer la charia partout, lui aussi. Un islam rigoriste partout. Donc, là aussi, et le problème avec l'islam de Omar El-Béchir, c'est que depuis Gafar Nimeri et même Ibrahim, truc là, Ibrahim Al-Azari, pardon, les tribus, tous ils étaient de la tribu arabe, même jusqu'à Omar El-Béchir. En fait, il y a ce qu'on appelle la région du Nord, au nord du Soudan, qui sont toujours les Arabes, et c'est toujours eux les présidents. Et là maintenant, des peuples vont commencer à se révolter contre cette charia imposée par Omar El-Béchir. Alors là, je vous épargne le côté politique, tout ça. Hein. Donc, Omar El-Béchir va commencer maintenant à faire ça et les peuples vont commencer à se révolter. Le sud du Soudan va commencer à se révolter et même des régions qui étaient abandonnées. Tu as des régions à l'est, par exemple, la région comment on appelle ça, du Darfour, n'est-ce pas? Du Darfour qui va être abandonné. Le gouvernement ne s'occupait pas, s'en foutait, alors que le Darfour, c'est là où se trouve le plus d'or au Soudan. Il y a beaucoup d'or au Darfour. C'est d'où les problèmes. Et il y a plusieurs, et c'est aussi l'une des rares zones du Soudan du Nord qui a beaucoup de zones cultivables. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc,
en fait, c'est des ersatz d'Arabes, si vous voulez. Et donc, il y a des Arabes qui vont maintenant commencer à descendre vers le sud pour aller chercher... Pardon. Pour aller chercher... parce qu'il faut savoir que dans cette zone-là, il y a des peuples, plusieurs peuples. Tu as des peuples qu'on appelle des Fours, qui habitent donc au nord, n'est-ce pas, dans la zone du Darfour. Mais tu trouves aussi d'autres qu'on appelle les Arawa, n'est-ce pas, qui sont un peu vers le nord du Darfour. Et tu as d'autres qu'on appelle les Massalites, n'est-ce pas, et quelques ersatz d'Arabes, n'est-ce pas. Mais les Arabes vont descendre. Donc il y a des tribus arabes qui vont quitter du nord, vont descendre, agresser constamment les Arawa et puis les Fours pour avoir des terres cultivables, avec une violence incroyable. Et ils vont imposer l'islam rigoriste au peuple Four et les Arawa qui n'étaient pas très islamisés correctement à leur goût. Et donc ils vont commencer à imposer l'islam et ces groupes-là vont être soutenus par Omar el-Béchir, puisqu'ils font partie de la même ethnie que les différents présidents du pouvoir. Les Fours se sentant négligés, voilà le gouvernement parce que c'est des régions périphériques, n'est-ce pas? Et donc pour s'opposer au pouvoir de Khartoum, ils vont créer eux aussi des groupes, ils vont créer deux groupes. L'armée de libération du Soudan et un deuxième mouvement qu'on appelle mouvement pour la justice et l'égalité pour défendre donc le Darfour. Et donc c'est comme ça qu'ils vont commencer, n'est-ce pas, à se battre, à se défendre. Et le gouvernement va se dire, bon, les gars là, pour aller les mater correctement, ils vont créer, n'est-ce pas, une milice. Le gouvernement de Omar el-Béchir va créer un groupe de soutien, n'est-ce pas, une milice, où il va recruter tous les Arabes, là, les voyous qui agressent le peuple soudanais depuis longtemps, jusqu'au point de les pousser à créer des petites armées pour se défendre. Eh bien, il va les recruter. Vous là, vous êtes des gens qui les agresser, non, vous êtes des Arabes comme nous venons. Rassemblez-vous tous les voyous là, n'est-ce pas? Rassemblez-vous, on va vous donner des armes. On les appelait les Janjaouides. Et donc, ils vont créer la milice des Janjaouides, armés par le gouvernement. Les Janjaouides, là, comme avec les moyens, l'argent du gouvernement, ils vont mener des vrais raids et vont aller mater toutes les populations du Darfour. Donc, c'est des musulmans hein, convaincus. Ils se battent pour l'islam, pour le djihad et pour récupérer des terres. Et donc, ils vont aller imposer l'islam à tout le monde. Ils vont faire un nettoyage ethnique et ils vont éliminer beaucoup de Noirs qui habitent ces zones-là pour récupérer leurs terres. Voilà pourquoi l'ONU parle d'un nettoyage ethnique. Là, le gouvernement trouve que, tiens, le boulot qu'ils font là est très important, n'est-ce pas? Ils terrorisent, ils pillent, ils chassent les gens, ils imposent l'islam, l'érection des mosquées. Ils ont été le plus intenses vers 2003 et 2006, ces groupes-là. Maintenant, en 2005, les Janjaouides en question, le gouvernement vient, il dit, bon, vous savez quoi? Omar el-Béchir dit, je vais prendre les Janjaouides, là font tellement un bon boulot, je vais les intégrer à l'armée directement. Et donc, il intègre ces salopards de Janjaouides qui sont des tribus arabes, ils les mettent dans l'armée. Et particulièrement dans le corps de ce qu'on appelle les gardes frontières. En 2013, le mec se réveille, il se dit, bon, ils font un bon boulot, ils continuent toujours à mater les gens, et si on les mettait, et si on, au lieu de les mettre dans l'armée, et si on créait une milice spéciale? Et là, ils vont créer une milice spéciale en 2013 qu'on appelle les forces de soutien rapide. Les FSR que vous entendez, FSR, c'est de là que ça vient. Les FSR, les forces de soutien rapide. Et je rappelle que ce sont les mêmes Arabes, hein, Janjaouides. Et donc, ils vont donner la direction des FSR à un type, un commandant, un homme d'affaires, n'est-ce pas, qui faisait des affaires qu'on appelait Mohamed Hamdan Daglo. Son surnom, c'est Emeti. On l'appelle Emeti, mais son vrai nom, c'est Mohamed. Parce que Mohamed, hein, toujours, dès qu'il y a terroriste quelque part, il y a toujours Mohamed. Mohamed Hamdan Daglo. Un riche homme d'affaires, n'est-ce pas, membre voilà, et il prend les gens de sa famille, hein, membres des Arabes, hein, n'est-ce pas, il fait partie du clan de la tribu des Arabes, n'est-ce pas, et il prend aussi plusieurs membres de la tribu des Arabes et il les met à l'intérieur. Par exemple, il a pris son frère, qui était le deuxième chef après lui, hein, son second, d'une certaine manière, quoi. Et donc, ils vont commencer à diriger les choses. Et c'est là où les choses vont commencer à dégénérer. Parce que les FSR vont être armés. Donc, c'est un groupe paramilitaire. On va les utiliser pour faire tout le sale boulot que le gouvernement de Darfour, n'est-ce pas, que Khartoum ne pouvait pas faire au Darfour. Ils le font. Le groupe commence à grossir. Il commence à contrôler des mines. Il contrôle des mines d'or, il contrôle des points d'eau, il contrôle toutes ces choses. Et il commence à dealer avec des gens.
et il devient même international, n'est-ce pas, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, pardon, négocie avec eux pour avoir l'or au pays, au Soudan, et il va même les appeler pour tenter de mater les Yéménites, parce que ça fait longtemps que les Arabies Saoudites bombardent le Yémen, mais les musulmans n'en parlent pas. Eux, c'est la Palestine. C'est-à-dire quand c'est Israël qui bombarde la Palestine, ouais, vive la Palestine, Allah Akbar. Mais quand c'est le siège même de l'islam, l'Arabie Saoudite, qui bombarde un autre pays musulman, le Yémen, ils sont aux abonnés absents. Mais si c'est la Palestine, si c'est des non-musulmans qui font « Ah non, là, ça devient un génocide incroyable. » Mais si c'est l'Arabie Saoudite, non, ça va. Les Yéménites se font bombarder depuis longtemps. Jusqu'à l'Arabie Saoudite est partie chercher les FSR pour aller faire le sale boulot. Mais les Yéménites ne blaguent pas. Hein. On les appelle les outils du Yémen, sont des gars surentraînés, n'est-ce pas? Ils les ont canardés comme des petits pains. Là, ils se sont dit non, écoutez, bon, là, on voulait faire comme Wagner, mais là, c'est un peu plus compliqué, on ne fait plus ça. Ils sont revenus. Maintenant, quand Omar el-Béchir, vers 2021, ils vont perdre le Soudan du Sud. Parce que la perte du Soudan du Sud va être très grave pour eux. Hein, parce que en 2005, ils vont citer un traité de paix entre le gouvernement et puis les rebelles de là-bas. Un traité de paix, voilà. Ils vont faire parce qu'il y avait des rebelles au Soudan du Sud qui voulaient l'indépendance. Et bon, ils vont signer des traités d'autonomie. Dans ce traité-là, ils vont dire, ok, on reconnaît que le Soudan du Sud va être autonome, n'est-ce pas, pour 6 ans. Et après 6 ans, on va organiser des référendums. Si le référendum, là, c'est positif, vous devenez un pays. Je rappelle que ça a été poussé tout ça là aussi par plusieurs éléments qui sont un peu compliqués. Et donc, en 2011, ils vont faire un référendum et 98,83%, si ma mémoire est bonne, vont voter pour l'indépendance. Et c'est là où le Soudan du Sud devienne indépendant. Or, il y avait le pétrole dans le Soudan du Sud. Et les États-Unis avaient un peu appuyé, forcé pour pouvoir voler mieux le pétrole du Soudan du Sud. Et donc, il fallait diviser le pays. Et aussi parce que ça répond à une logique internationale qui veut que les gens ne veulent plus de grands pays en Afrique. Voilà pourquoi ils veulent casser aussi la République démocratique du Congo, parce que c'est trop balèze à leur goût. Donc, ils veulent morceler. Le Mali, c'est trop balèze. Ils veulent morceler le Mali pour qu'il y ait le Mali du Sud et le Mali du Nord. Les grands pays, ça les énerve parce qu'un pays qui est grand, regardez, les États-Unis sont puissants parce qu'ils ont compris que pour avoir une superpuissance, il faut avoir un grand territoire, une grande démographie et des grandes ressources. C'est pourquoi le jour où l'Afrique s'unira, ça formera un grand territoire, le plus grand du monde, avec le plus grand pays, avec les plus grandes ressources, la plus grande démographie. Nous serons le plus grand empire que le monde n'a jamais connu et on partira pour régner pour des siècles et des siècles. Voilà pourquoi ils ne veulent pas que ça arrive. Donc voilà comment cette affaire-là, le truc du Soudan. Maintenant, pour terminer, le truc va empirer réellement. C'est-à-dire que le conflit va prendre une dimension vraiment très internationale lorsque, en début 2011, Omar el-Béchir va quitter le pouvoir, il faut savoir déjà. Parce que le gars, voilà, il va faire beaucoup de conneries. Il va se faire destituer parce que, vers le 11 avril 2019, il va se faire destituer parce que il va y éclater une révolution, parce que voilà, la perte du Soudan du Sud, en fait, avec toute cette manne pétrolière, va occasionner une crise et le gouvernement, avec tous les massacres qu'il faisait faire par les Janjaouides là, les FSR, et donc il va se faire destituer. Un coup d'État va arriver et le mec quitte le pouvoir. 2021. Ils vont mettre en place un conseil qu'on appelle le conseil de souveraineté qui était composé des militaires, des civils et puis des rebelles. Ils vont appeler ça conseil, n'est-ce pas, de transition. Dans ce conseil-là, ils disent que ce conseil est censé durer 39 mois ou 40 mois, quelque chose comme ça, c'est 39 mois. Et le but, c'était d'organiser des élections démocratiques. Le président de ce conseil s'appelait Abdel Fattah al-Burhan. Vous voyez les noms qui reviennent. Parce qu'actuellement, les deux chefs de guerre au Soudan, c'est Mohamed Hamdan Daglo, celui que je vous ai cité, le chef qui a été mis à la tête des FSR. Et là, il y a aussi Abdel Fattah al-Burhan. Donc al-Burhan, c'était à l'origine le président du conseil, qui était un militaire sous Omar el-Béchir. Il a mené c'est lui qui a mené le putsch contre Omar el-Béchir, puisqu'il était militaire d'Omar el-Béchir, mais s'est retourné contre lui. Le vice-président de ce conseil-là, c'est nul autre que Mohamed Hamdan Daglo, le fameux Emeti. Puisqu'il faisait partie d'une des factions armées puissantes du pays. À ce moment-là, le FSR était devenu, pas Al-Bourak,
Al-Bourhan. La présidente du conseil en question devait passer après 21 mois au civil qui devait diriger ça. Eh bien, le problème, c'est qu'entre-temps, des soucis économiques se sont accumulés dans le pays, n'est-ce pas? Le 21 septembre 2001, il va y avoir une tentative de coup d'État, n'est-ce pas, qui va être fait. Et c'est des anciens du clan de Omar el-Béchir qui vont tenter de faire un coup d'État pour prendre le pouvoir également. Ils vont prendre le pouvoir de septembre jusqu'à octobre. Un micro coup d'État, quoi. Un mois plus tard, donc en octobre... On n'entend plus rien. Bonjour à tous, je sais pas, on n'entend pas hein, l'africain. Bon, voilà. Je coupe mon micro, mais on n'entend plus rien l'africain, pour information. Il y a quelqu'un? Africain, tu es là? Oui, mais on t'entend pas. En fait, l'africain, on t'entend pas. Bon. Bon. Non, il dort pas, il a fait un commentaire pour dire que il était là. Donc c'est ça. L'africain, la problématique, elle est que on t'entend pas. Ok, il a un problème de micro. Il vient d'écrire qu'il a un problème de micro. Médusa, tu es là? Oui, je suis là. Oui, moi j'ai une proposition à faire. Je ne sais pas si il y a une proposition à faire par rapport à nous qui sommes en Afrique ici. Alors, d'abord pour commencer, bonjour tout le monde. J'aimerais vous féliciter spécialement à l'Africain pour son live d'hier. C'était un masterclass.